Salut à tous et content de vous retrouver à nouveau sur Mastering AI pour cette seconde vidéo dédiée à l'implémentation d'un mini-projet de détection d'anomalies dans les logs. Alors précédemment, nous avons eu à réaliser ensemble un projet de mise en place d'un chatbot basé sur l'architecture RAG où nous avons utilisé des modèles de Deep Learning d'OpenAI. Le but est de pouvoir réaliser un autre projet qui consistera à détecter des anomalies dans des logs, dans un serveur, en se basant cette fois-ci sur des modèles de Machine Learning. Vous avez donc vu dans la vidéo précédente une brève introduction à ce projet où nous vous avons présenté les motivations. Nous vous avons également présenté comment nous allons mener ce projet ainsi que les technologies que nous utiliserons. Alors, dans un monde où la quasi-totalité des systèmes informatiques fonctionnent de manière connectée, particulièrement en entreprise où les applications sont déployées dans des data centers, les logs constituent une véritable mine d'or d'informations en ce qu'elles enregistrent chaque événement, chaque action, ainsi que chaque erreur qui survient dans un serveur. Il s'agit d'un concept très utilisé dans divers secteurs d'activité professionnelles comme les banques afin de détecter par exemple d'éventuelles attaques informatiques ou des fraudes, ou dans des infrastructures cloud afin de pouvoir prévenir des interruptions de services et des failles de sécurité. Les enjeux pour les entreprises sont très divers, parmi lesquels les performances des systèmes, la disponibilité des services et surtout la sécurité des applications. Cependant, étant donné le gros volume de données qui sont traitées aujourd'hui au niveau des data centers, analyser manuellement des logs serait une tâche quasi impossible. D'où la nécessité de pouvoir utiliser des outils adaptés comme le machine learning pour pouvoir analyser automatiquement des logs qui arrivent dans un serveur. Alors dans cette vidéo, nous allons attaquer la première partie de notre projet qui sera de générer un jeu de données de logs que nous allons utiliser pour entraîner nos modèles. Donc il s'agira de simuler des appels d'API vers un serveur et de récolter les informations pertinentes pour notre analyse. Je tiens à préciser que, dépendamment du cas d'utilisation dans lequel ce concept de détection d'anomalies des logs est implémenté, les données récoltées ainsi que le traitement et même la classification des anomalies peuvent varier en fonction du projet. Naturellement, comme dans le projet précédent, il s'agira premièrement de mettre en place notre environnement de développement, ceci à travers la création d'un repo Git, la mise en place de l'environnement virtuel et enfin l'écriture du script permettant la génération du jeu de données. Naturellement, n'hésitez pas à liker cette vidéo à la fin si elle vous a plu et surtout à vous abonner si vous aimez nos contenus. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, nous allons naturellement débuter par la création de notre repo. Nous allons suivre les étapes habituelles que nous avons déjà eu à voir ensemble dans les vidéos précédentes. Alors, pour cela, vous vous rendez sur votre compte Git. Vous allez dans la section Repositories et vous en créez un nouveau. Nous donnerons comme nom à ce repo Logs Anomaly Detection. Vous pourrez donner une description plus précise à votre repo. Nous n'allons pas le faire là. Donc, naturellement, vous allez cliquer sur Add a README file pour pouvoir ajouter un README et ensuite, vous créez votre repo. Alors, une fois le repo créé, nous allons le cloner en local sur Visual Studio Code. Donc, vous allez tout simplement venir copier ce lien HTTP. Nous allons donc maintenant cloner notre repo dans un dossier spécifique. Nous allons le faire dans ce dossier code. On va ouvrir le terminal Git et on va taper la commande pour cloner notre projet. Git clone. Et là, on colle le lien que nous avons copié tout à l'heure. Si on valide, vous pouvez voir que notre repo a bien été cloné. Ensuite, nous allons copier le lien vers notre repo, ouvrir Visual Studio Code et nous allons choisir Open Folder et on va tout simplement accéder à notre projet. Et on ouvre. Yes, trust the authors. Ok, nous allons maintenant structurer notre projet. Pour cela, nous allons créer un ensemble de dossiers, parmi lesquels un dossier data qui va contenir le fichier à l'intérieur duquel nos logs d'appel d'API auront été générés. Ensuite, nous aurons un dossier logs qui va contenir les différents scripts permettant de générer nos logs, de les analyser avant passage des données au modèle, mais aussi les scripts responsables de simuler des appels d'API afin de pouvoir tester le modèle qu'on aura généré. Ensuite, nous allons créer également un dossier notebook dans lequel nous allons créer nos différents notebooks pour les expérimentations. Ensuite, nous allons créer un dossier models dans lequel nous allons sauvegarder les modèles entraînés, mais aussi le script définissant notre modèle.
Ensuite, nous allons créer un autre dossier result qui va stocker les différents résultats d'entraînement de nos modèles. Typiquement, les métriques que nous utiliserons pour évaluer nos modèles. Nous allons ensuite créer notre dossier source à l'intérieur duquel nous allons définir la structure concrète de notre API. Ce dossier sera davantage fourni dans la vidéo où nous allons mettre en place notre API. D'ailleurs, à l'intérieur de ce dossier source, nous allons créer le sous-dossier API. Ensuite, nous allons créer différents fichiers tels que le guide ignore. Nous allons créer notre fichier .env pour les variables d'environnement. Nous allons également créer notre fichier Dockerfile et aussi le Docker Compose qui nous permettra de définir nos services .yml. N'oublions pas également de créer le fichier .env.example qui lui va définir en quelque sorte la structure ou du moins les noms des variables d'environnement qui sont utilisées mais qui ne contiendra pas les valeurs. Ces variables d'environnement seront définies avec les valeurs dans notre fichier .env. Nous allons maintenant créer notre environnement virtuel en utilisant Poetry. Donc pour ça, nous allons ouvrir un nouveau terminal et nous allons taper la commande Poetry init. Et là, nous allons tout simplement garder le même nom du package, la version, la description on ne la fournit pas. Author, nous pouvons tout simplement dire ici Mastering AI. License, non. Et là, vous validez tout juste Yes. Et là, vous validez. Et vous validez. On confirme. Et là, comme vous pouvez le remarquer, notre fichier PyProject.tom, elle, a été créé. Et après avoir fait cela, nous pouvons commencer à ajouter les différentes librairies nécessaires pour notre projet. Nous allons installer principalement 4 librairies que nous allons utiliser tout au long de ce projet, notamment Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn. Pour cela, vous allez tout simplement taper la commande Poetry @NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib et une autre librairie supplémentaire que nous appellerons Faker afin de pouvoir générer des adresses IP factices. Nous verrons comment faire plus tard. Donc si nous validons, vous allez voir comment l'environnement virtuel est créé et ensuite nos librairies seront installées. Ok, comme vous le voyez, nos librairies ont bien été installées et le fichier poetry.log a été créé qui contient en quelque sorte toutes les librairies que nous avons installées avec les dépendances de version bien définies. Et vous devez versionner ce fichier afin que vos autres collaborateurs dans le projet puissent pouvoir réinstaller les mêmes packages avec les mêmes dépendances de version en local dans leur machine pour éviter les conflits de version. Donc, une fois notre environnement virtuel mis en place, nous allons créer notre script qui nous permettra de générer les différents logs d'appel d'API et les sauvegarder dans un fichier CSV que nous allons stocker dans le dossier data. Donc, à l'intérieur de notre dossier logs, nous allons créer un new file que nous appellerons logs generator.py. Nous allons par la suite sélectionner l'interpréteur Python que nous allons utiliser pour notre projet. Après avoir créé notre environnement virtuel à travers Poetry comme nous le voyons là, nous allons tout simplement sélectionner l'interpréteur Python de notre environnement virtuel. Donc vous venez tout juste ici en bas où vous avez Python avec la version et vous cliquez dessus et vous devrez normalement être capable de voir le chemin d'accès vers l'environnement virtuel qui est créé. Là, on ne peut pas encore le voir. Donc, afin de savoir où notre environnement virtuel a été créé dans notre machine, nous allons taper la commande poetry env info. Donc, cette commande nous permet d'avoir les informations sur notre environnement virtuel. Et comme vous pouvez voir, voici les informations sur notre environnement virtuel. Et nous allons tout simplement copier le chemin d'accès vers cet environnement virtuel-là. Donc, si on copie et nous revenons là et nous collons tout simplement le chemin d'accès vers l'environnement virtuel. Si nous validons,
vous pouvez voir que notre environnement virtuel a bien été sélectionné et on peut tester si cet environnement virtuel a bien été sélectionné en important par exemple la librairie Fakers que nous venons d'installer. Et comme vous pouvez voir, la librairie est bien reconnue. Alors, nous allons maintenant mettre en place le script qui nous permettra de générer des logs d'appel d'API. Il s'agira ici de générer des informations essentielles qui seraient typiquement exploitées dans un scénario réel de détection d'anomalies sur des logs d'appel d'API. Alors, pour un appel d'API donné, nous allons principalement récolter les informations suivantes. Le temps de l'appel API, la méthode HTTP, l'adresse IP source de l'utilisateur, le code HTTP et le temps de réponse. Ces informations seront ensuite stockées dans un fichier CSV que nous utiliserons plus tard pour pouvoir faire du feature engineering et du pré-traitement général de données avant de pouvoir entraîner nos modèles sur ces données. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons importé la librairie Faker, mais qui sera utilisée plus tard afin de pouvoir générer des adresses IP factices. Alors, dans un premier temps, nous allons implémenter une méthode qui va nous permettre de générer un certain nombre de pas de temps, pas forcément réguliers, sur une période bien spécifique. Alors, pour ce faire, nous allons définir une méthode def generate datetimes. En paramètre de cette méthode, nous allons prendre principalement la date de début de notre période, qui sera un datetime. Nous allons importer le module datetime from datetime import datetime. Notre méthode prendra également la date de fin de la période et le nombre de logs que nous souhaitons générer, qui sera un int. Donc, nous allons ajouter un docstring à notre méthode pour bien décrire son rôle. Générer une liste de pas de temps sur une période donnée. Alors, la date de début et de fin de cette période ainsi que le nombre de logs seront définis dans un fichier de configuration que nous allons créer un peu plus tard. Alors, nous spécifierons que notre méthode nous retournera une liste de pas de temps, de datetime. Alors, à l'intérieur de notre méthode, nous allons déjà définir notre liste timestamp. Nous initialiserons comme vide. Ensuite, nous allons calculer le nombre total de secondes dans notre période. Pour cela, nous ferons tout simplement un total seconds égale end date moins start date point total seconds. Donc, ce que nous ferons ensuite, c'est de parcourir le nombre de logs for in range, nombre de logs. Nous allons calculer l'offset aléatoire, random offset, en utilisant le module random de Python que nous allons importer. Import random. Et nous ferons un random qui nous permet de générer aléatoirement un nombre flottant compris dans l'intervalle 0,1. Et nous allons donc multiplier ce nombre aléatoire par le nombre total de secondes. Ceci nous permet de générer une fraction du nombre total de secondes que nous allons utiliser comme offset entre deux pas de temps consécutifs dans notre tableau. Donc, ayant généré ce pas de temps, nous allons tout simplement calculer le timestamp et nous allons tout simplement ajouter à la date de début le offset généré en utilisant le module timeDelta du datetime que nous allons également importer. TimeDelta. Et à l'intérieur du timeDelta, nous allons spécifier le nombre de secondes dont nous souhaitons incrémenter la date de départ, qui sera tout simplement le random offset calculé. Ensuite, nous allons ajouter ce pas de temps à notre liste de pas de temps. Donc, timestamp.happen timestamp. Donc, après avoir généré un nombre de pas de temps en fonction du nombre de logs défini,
nous allons trier notre tableau timestamp afin de le ranger par ordre croissant de date. Donc, nous ferons tout simplement un timestamps.sort et à la fin, nous allons retourner notre tableau. Ainsi, grâce à cette méthode, nous avons généré un certain nombre de pas de temps correspondant au nombre de logs que nous souhaitons avoir dans notre dataset final et les différents pas de temps ont un espacement aléatoire. Par la suite, nous allons réutiliser cette méthode afin de pouvoir générer pour chaque pas de temps les informations supplémentaires que nous avons mentionnées tout à l'heure. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons créer un fichier à l'intérieur duquel nous allons regrouper un ensemble de constantes qui seront réutilisées à travers nos scripts. Ceci afin de ne pas les définir dans les méthodes eux-mêmes. Donc, nous allons créer ce fichier dans ce dossier logs, new file, que nous appellerons constant.py. Et dans ce fichier, nous allons définir une classe constant à l'intérieur de laquelle nous allons définir toutes les constantes que nous allons réutiliser dans nos scripts. Par convention, nous nommerons ces constantes en majuscules. Donc, nous pouvons par exemple définir comme première constante la date de départ, logs, start, date, que nous allons par défaut initialiser. Alors, pour cela, nous devons déjà importer le module datetime également ici. Import datetime. Donc, nous allons générer des logs par exemple sur toute l'année 2024. Donc, month January, day 1, hour 0, minute 0 et second 0. Pareillement, nous allons définir un logs end date qui va se terminer plutôt en janvier 2025. Nous allons également définir le nombre de logs que nous souhaitons générer dans notre dataset, qui sera un int. Par défaut, nous allons générer 100 000 logs. Ensuite, nous allons définir les autres données qui seront les différentes méthodes HTTP que nous allons utiliser, les différents codes HTTP, mais également les différents endpoints. Donc, nous allons commencer par les méthodes HTTP, tout simplement ici, HTTP, méthode, et ce sera tout simplement une liste de chaînes de caractères. Et parmi les différentes méthodes HTTP que nous allons générer, nous allons utiliser les classiques, donc la méthode get, la méthode post, la méthode put et la méthode delete. Nous allons également générer un ensemble de endpoints factices et pareillement, nous allons l'appeler API endpoint. Ce sera également une liste de chaînes de caractères. Et nous allons par exemple considérer un endpoint users pour avoir des informations par exemple sur les utilisateurs de l'application, un endpoint admin par exemple, un endpoint login pour le login, un endpoint data pour avoir des données quelconques sur l'application et un autre endpoint metrics. Ensuite, nous allons également définir une liste de code HTTP. Nous allons également appeler HTTP. Et dans ce cas, nous allons séparer les codes HTTP en deux catégories, parmi lesquelles les codes normaux et les codes d'erreur. Nous dirons ici HTTP code pour indiquer les codes normaux et nous fournirons par exemple le code 200 qui est typiquement le code HTTP que vous obtenez lorsqu'un appel d'API fonctionne normalement. Vous avez également d'autres codes similaires comme le code 201 par exemple lorsque la création d'une donnée dans la base de données a été effectuée avec succès, ou le code 204 par exemple. Nous avons oublié de spécifier le type, également une liste de string. Et là, on met égal. Ensuite, nous allons également définir les codes d'erreur, HTTP, error code.
Et même dans ce cas, nous allons également distinguer différentes catégories de codes d'erreur HTTP. Donc, ce sera un dictionnaire dont les clés seront les différentes catégories de codes d'erreur. Et en valeur, nous aurons une liste de strings également qui seront les codes effectifs. Donc, comme code d'erreur, nous distinguons par exemple les erreurs de serveur. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement interne dans l'application suite à un appel d'API, donc nous l'appellerons server errors. Et les différents codes peuvent être 500 ou 502 ou même 503. Ensuite, nous avons également une autre catégorie de codes d'erreur qui sont des erreurs clients qui peuvent intervenir lorsque l'appel d'API fait référence à une mauvaise route ou une route inexistante ou lorsque la ressource recherchée par l'appel API n'est pas retrouvée dans le backend. Client error, et ce serait des codes 400 ou 401 ou 403 par exemple, ou 404, qui est typiquement le code d'erreur lorsque une route n'est pas retrouvée. Et enfin, nous avons des codes d'erreur de type timeout qui interviennent lorsque la réponse à un appel API prend plus de temps que prévu. Donc, nous appellerons timeout errors. Nous aurons le code 408 ou 504 par exemple. Par la suite, nous allons définir un ensemble de constantes relatives aux anomalies que nous souhaitons insérer dans notre jeu de données. Donc, premièrement, nous allons définir le nombre d'intervalles d'anomalies que nous souhaitons ingérer dans notre jeu de données. Nous allons définir la constante number of anomaly intervals qui sera 5. Donc, ceci signifie que tout au long de la période que nous avons définie pour notre jeu de données, nous allons définir 5 intervalles à l'intérieur desquels nous allons introduire des anomalies. Maintenant, pour chaque intervalle, nous allons définir une plage de valeurs pour le nombre d'anomalies que nous souhaitons avoir à l'intérieur de cet intervalle. Donc, nous allons définir à travers deux constantes min, number of anomaly per interval, pour dire le nombre minimum d'anomalies que nous souhaitons avoir dans un intervalle donné. Et pareillement, nous allons définir un nombre maximum d'anomalies que nous souhaitons avoir dans un intervalle donné, qui sera 1000. Par ailleurs, nous souhaitons définir un certain nombre fixe d'adresses IP responsables de ces différentes anomalies pour ne pas avoir une trop grande variété d'adresses IP source de ces anomalies. Donc, nous allons le faire à travers une constante. Nous nommerons number of anomaly IPs. Nous allons définir égal à 15 pour un début. C'est juste un nombre aléatoirement choisi. Donc, cette constante définit le nombre d'adresses IP factices que nous allons générer et rattacher aux différentes anomalies que nous allons insérer dans notre jeu de données. Donc, après avoir défini ces 4 constantes, nous allons retourner dans notre script de logs. Nous allons donc définir la fonction permettant de générer les différents intervalles d'anomalies. Donc, nous l'appellerons def generate anomaly intervals. Nous allons spécifier progressivement les paramètres ainsi que le type de retour. Donc, nous rajoutons une docScreen générer les intervalles d'anomalies. Ok, pour ce faire, nous allons premièrement définir notre tableau intervals et ensuite nous allons parcourir le nombre total d'intervalles d'anomalies que nous avons dans notre dataset. Or in range number of anomaly intervals, et nous allons déjà spécifier un paramètre de la méthode. Donc, pour chaque intervalle d'anomalie, nous générons un indice de départ de cet intervalle, start IDX, qui sera choisi aléatoirement entre 0 et le nombre total
de logs que nous avons dans notre dataset, c'est-à-dire le nombre total de données, moins le nombre maximum d'anomalies que nous souhaitons avoir dans un intervalle donné. Ceci afin de ne pas déborder l'indice de fin du dataset. Donc, nous ferons number of logs moins max number of anomaly per interval. Et naturellement, nous allons rajouter ces deux paramètres à la méthode. Pareillement ici, oubliez une virgule là. Naturellement, si nous avons ajouté le max, nous devrons ajouter pareillement le nombre minimum d'anomalies par intervalle. Donc, min number of anomaly per interval. Donc, après avoir calculé l'indice de début d'un intervalle d'anomalie, nous allons calculer le nombre d'anomalies dans cet intervalle en faisant toujours un choix aléatoire entre le nombre minimum d'anomalies par intervalle et le nombre maximum d'anomalies par intervalle. Et ensuite, l'indice de fin sera calculé en ajoutant à l'indice de départ le nombre d'anomalies dans l'intervalle généré, et il s'agira de prendre le minimum entre ce nombre calculé et le nombre total de logs. Number of logs moins 1, puisqu'il s'agit des indices. Donc, une fois l'indice de début et l'indice de fin de l'intervalle d'anomalie calculé, nous allons tout simplement rajouter à notre liste d'anomalies un dictionnaire contenant les informations de cet intervalle d'anomalie, parmi lesquelles l'indice de départ généré, l'indice de fin également entre guillemets généré, et également le type de l'anomalie. Et le type de cette anomalie sera pioché parmi les différents types d'erreurs HTTP que nous avons là. Donc, nous allons tout simplement faire un choix aléatoire dans la liste des clés de ce dictionnaire des erreurs HTTP. Nous ferons tout simplement un random, un choice, et nous dirons anomaly types, que nous allons rajouter en paramètre. Anomaly types, qui sera tout simplement une liste de strings. Une fois les différents intervalles d'anomalies définis, nous allons retourner notre liste intervals. Par la suite, il s'agira de définir la méthode principale qui va générer tous les logs de notre dataset et qui va également inclure les anomalies générées à partir de cette méthode. Donc, nous allons maintenant définir notre méthode principale de génération du dataset. Nous appellerons def generate logs dataset. Comme précédemment, nous allons spécifier les paramètres progressivement. Mais étant donné que nous allons tout simplement appeler de nouveau toutes les méthodes que nous avons définies plus haut, on peut d'ores et déjà copier un certain nombre de paramètres. Start date, end date, nombre de logs. Ici, number, sans l'écrire entièrement, pareil qu'ici. Et nous allons également copier les paramètres de cette méthode-ci. Alors, nous allons revenir dans cette méthode pour spécifier son type de retour, ce qui est toujours une bonne pratique. Et comme nous pouvons le voir, il s'agit d'une liste de dictionnaires dont les clés sont des strings et les valeurs sont des int ou un string, puisque ce random.choice anomaly type choisit aléatoirement un élément dans une liste de strings. Donc, le type de retour sera une liste de dictionnaires dont les clés sont les strings et les valeurs sont soit des int ou un string. Ok, donc si nous revenons à notre méthode là, nous allons rajouter un paramètre supplémentaire qui sera le nom de notre fichier, le nom du fichier de notre dataset. Donc, on l'appellera logs dataset file, simplement file name, qui sera un string. Et nous le définirons également dans les constantes logs dataset file name, qui sera stocké dans le dossier data. Il y aura le nom logs dataset.csv. Donc, à l'intérieur de notre méthode, déjà, comme d'habitude, nous définissons à docstring générer le dataset des logs en incluant des anomalies. Donc, la première chose que nous allons faire sera de générer la liste des adresses IP qui seront source des anomalies en fonction du nombre d'adresses IP que nous avons définies dans les constantes.
Donc, nous allons générer une liste de 15 adresses IP factices à l'intérieur de laquelle nous allons à chaque fois piocher une adresse IP lorsque nous allons définir une anomalie. Nous allons l'appeler Anomaly IPs. Donc, avant ça, nous allons définir notre objet fake à partir de la librairie Faker, qui a cette classe Faker que nous allons instancier. Et grâce à cet objet fake, nous pouvons générer, ce sera une liste de fake.ipv4 pour générer une adresse IP factice for in range. Donc, on va rajouter un paramètre supplémentaire également ici, number of anomaly IPs, qui sera un entier, number of anomaly IPs. Donc, après avoir généré cette liste, nous allons également générer la liste de tous les pas de temps de notre dataset en réutilisant la première fonction que nous avons définie, GenerateDateTimes. Donc, ce sera timestamps égale GenerateDateTimes. Et en paramètre, nous passerons startDate, qui sera le startDate passé en paramètre, endDate passé en paramètre, et numberOfLog égale numberOfLogs. Donc, après avoir généré la liste des pas de temps, nous allons maintenant ouvrir notre fichier CSV afin de commencer à écrire les données à l'intérieur. Donc, on fera un with open logs dataset file name en mode écriture as file. Nous allons premièrement écrire l'entête de notre fichier CSV qui est tout simplement le nom des colonnes de notre dataset. Donc, si vous vous rappelez des données que j'ai citées tout à l'heure, il s'agissait principalement write du timestamp, c'est-à-dire le pas de temps auquel l'appel d'API a été effectué, user IP, l'adresse IP de l'utilisateur qui fait l'appel d'API, la méthode HTTP utilisée, le code de HTTP, status code, ensuite le endpoint qui est appelé par l'utilisateur et enfin le temps de réponse moyenne, response time. Nous allons naturellement ajouter un anti/n pour pouvoir aller à la ligne. Ensuite, nous allons parcourir chaque ligne de notre dataset pour inscrire les différents logs. Donc, on fera un for i in range number of logs. Donc, pour chaque ligne de notre dataset, nous allons générer les données correspondantes. Donc, on prendra un timestamp qui sera égal à timestamp. Notre liste de timestamp générée prendra l'élément i de notre tableau timestamp. Le user IP sera généré aléatoirement en utilisant notre objet fake.ipv4. La méthode HTTP sera choisie aléatoirement dans notre liste de méthodes HTTP possibles que nous avons définies dans les constantes. Donc, c'est HTTP méthode. Celle-ci, nous allons la rajouter en paramètre, une liste de string. Donc, on fera un random point choice dans cette liste. Ensuite, pareil pour le status code qui sera le normal status par défaut. Alors, on va juste checker le nom HTTP normal code. Donc, on rajoute pareillement un paramètre HTTP normal code qui est également une liste de string. On change ça HTTP normal code. Ensuite, le endpoint qui pareillement sera pioché aléatoirement en regardant toujours cette liste API endpoint, API endpoint, une liste de chaînes de caractères et nous allons supposer un temps de réponse response time relativement bon, c'est-à-dire entre disons 10 millisecondes et 300 millisecondes.
Donc, avant d'écrire la ligne I de notre fichier CSV, nous allons vérifier si elle se trouve dans un intervalle d'anomalie. Alors déjà, on a oublié, il faut récupérer la liste des intervalles d'anomalie, anomaly intervals. On va appeler notre méthode generate anomaly intervals et nous passerons les différents paramètres, number of anomaly intervals, ensuite number of logs. Alors, je vérifie juste un truc. Number of logs et number logs. Ensuite, minimum number of anomaly per interval égale pareil. Et ensuite, anomaly types. C'est anomaly types. Et je crois que c'est tout. Donc, on génère notre liste d'intervalles d'anomalies. Et ce qu'on fera, c'est que, donc, on revient dans notre boucle for et on va parcourir chaque intervalle. Interval in anomaly intervals. On va vérifier si l'indice I se retrouve entre l'indice de début et l'indice de fin de notre intervalle. Si tel est le cas, en fonction du type d'anomalie, nous allons modifier certains de ces paramètres d'entrée. Donc, avant de modifier ces différents inputs en fonction du type d'anomalie que nous avons, nous allons déjà faire un petit ajustement là. Déjà, il y a deux paramètres qui sont fournis deux fois. Donc, number of logs. Donc, ici, on va prendre tout simplement number of logs. Et en plus de ça, nous allons rajouter un autre type d'anomalie. Jusqu'ici, ce que nous sommes dit, c'est que les types d'anomalies seront pris parmi les clés de ce dictionnaire HTTP error. Donc, nous avons les anomalies de type serveur, client, temps de réponse trop long. Mais là, nous allons rajouter un dernier type d'anomalie qui est en quelque sorte un mix de tous les types d'anomalies. Donc, ce que nous ferons, c'est que en paramètre de cette méthode generate logs dataset, nous changerons ceci en error HTTP error list. Et à cette liste, avant de calculer les intervalles, nous allons ajouter un mixed errors. Donc là, on a server error, client error, timeout error. Nous allons ajouter le mixed errors. Ce que nous allons plutôt faire, c'est copier cette liste à l'intérieur d'une variable. Nous allons nommer anomaly types HTTP error list. Copy. Et c'est plutôt à cette liste anomaly types que nous ajouterons ce mixed error. Et c'est cette même liste que nous allons passer en paramètre de la méthode generate anomaly intervals. Ce qui signifie que les types d'anomalies générés à ce niveau ne seront pas que ces trois types d'erreurs HTTP, mais en plus de cela, il y aura potentiellement un type d'anomalie mixte. Donc nous devons pouvoir prendre cela en compte dans cette boucle où on vérifie si l'indice de la donnée ajoutée dans le dataset se trouve dans un intervalle d'anomalie. Donc, si la donnée se trouve bien dans un intervalle d'anomalie, nous allons checker le type de l'intervalle. Donc, si le type de l'anomalie est un server errors, on check pour voir comment s'écrit avec un S. Donc, si c'est un server error, nous allons tout simplement modifier le status code pour pouvoir faire un choix aléatoire dans la liste HTTP. On vérifie juste error code, HTTP error code, que nous n'avons d'ailleurs pas passé en paramètre. Donc, HTTP error code, qui sera cette fois une liste de dictionnaires. Ce sera ce même type quoi. Donc, les clés seront une chaîne et les valeurs, une liste de chaînes de caractères. Non, je me suis trompé, c'est plutôt tout simplement un dictionnaire dont les clés sont des chaînes de caractères et les valeurs sont une liste de chaînes de caractères. Donc, si le type de l'anomalie est un server errors, on fera un choix aléatoire de l'un de ces codes d'erreur pour l'affecter au status code. Donc, random point choice, HTTP error code, server errors.
Par contre, si l'intervalle d'anomalie est de type client error, on fera, non, ici c'est un elif. Pareillement, on va affecter, il y a un double égal là. Pareillement, au status code, on affectera plutôt un choix aléatoire parmi les client errors. Ici, le type de l'intervalle est un timeout errors. On fera le même exercice. Par contre, étant donné que le type de l'intervalle d'anomalie peut ne pas être l'un de ces trois, mais peut être mixte, comme nous l'avons ajouté, nous ajouterons un dernier cas else. Alors, dans ce cas, nous allons combiner un status code qui sera tout simplement un choix aléatoire entre n'importe lequel de ces http errors code.values et nous allons prendre le premier élément de la liste choisie aléatoirement. Nous allons également, pour la response time, générer une response time beaucoup plus grande, typiquement, je dirais typiquement entre 1 seconde et 5 secondes. Et alors déjà pour ce timeout errors, il faut également générer un temps de réponse conséquent. On fera pareil là. Ok. Et juste avant de modifier les codes status et le temps de réponse moyen, si nous sommes dans un intervalle d'anomalie, il faut piocher en fait pour le user IP parmi la liste de anomaly IPs qui a été définie plus haut. Donc, après avoir rempli les données de cette ligne, nous allons tout simplement l'ajouter à notre CSV file.write et nous allons utiliser le formatage des chaînes de caractères. La première donnée, sachant qu'elles doivent correspondre à l'ordre défini dans les colonnes, donc nous mettrons premièrement timestamp, ensuite user IP, ensuite la méthode, ensuite le status code, suivi de endpoint et du temps de réponse. Et naturellement, comme d'habitude, on fait un saut de ligne. Et à la fin du process, nous allons afficher un message si tout s'est bien passé. Donc, on va tout simplement print, toujours formaté, on mettra OK, le fichier CSV et on va préciser le nom avec des codes de 4 a été généré avec tel nombre de logs et on précise le nombre d'anomalies, l'intervalle d'anomalie, number of anomaly intervals et nombre d'anomalies intervalles plage d'anomalies. Donc nous venons d'écrire dans sa totalité le script permettant de générer des logs en y incluant des anomalies par intervalle et en le sauvegardant à la fin dans un fichier CSV. Donc nous allons l'exécuter, mais avant de le faire, nous allons écrire ce petit bloc de code if name main. Donc si le nom c'est main, nous allons appeler tout simplement notre fonction qui sera generate logs dataset et nous allons passer tous les paramètres que nous avons définis dans le fichier de constante. Donc, constant, petite précision, nous avons importé cette classe constante du module constant et nous allons tout simplement lire tous les paramètres, tous les constantes que nous avons définis. Logs start date, ensuite logs end date, number of anomaly dot par intervalle, number of anomaly intervals, ensuite nombre de logs, suivi minimum number of anomaly interval, HTTP error list, constant.http error code.keys, number of anomaly IPs, pareillement, logs dataset file names, HTTP method,
constant.http normal quote, ensuite http error code, pareillement. Ensuite, on a les API endpoints. Donc là, on vient d'appeler notre fonction generate logs dataset. Si on l'exécute, alors nous avons une erreur qui dit que case object has no attribute copy. OK. Et c'est normal car à ce niveau, on doit faire un cast list de cet objet. OK. Si on relance, alors on a une autre erreur par rapport au random.choice pour le response time. Ouais, à ce niveau, normalement, ça devrait être un rand int. Parfait. Si on relance, une autre petite erreur soulevée là, status code. On a oublié un R là et on est reparti. Alors, un autre problème encore, type error dict values object is not subscriptable. Il s'est levé sur cette ligne. Ouais, sur celle-ci. Ok, on va faire pareil. On va également la caster en liste avant de lire la valeur. Donc, si on relance, là, on peut voir que notre fichier a bien été généré avec 100 000 logs et 5 plages d'anomalies. Donc, si nous allons dans notre dossier data, nous pouvons voir notre fichier logs dataset avec les données qui ont été bien générées. Nous avons bien nos différentes colonnes timestamp, user IP, l'adresse IP, la méthode HTTP, le status code, le endpoint qui a été utilisé et la response time. Donc, si on fait un check plus en détail pour voir si les anomalies ont été bien insérées, nous devons avoir la possibilité de voir des codes 400 et même parfois 500 insérés à des endroits dans notre dataset. Donc, si on ouvre notre fichier avec l'outil Data Wrangler que nous avions déjà eu à vous présenter dans une vidéo précédente pour faire une visualisation et une analyse rapide. Si nous prêtons attention au status code, nous pouvons voir que nous avons 12 valeurs distinctes de status code, ce qui signifie que nous n'avons pas que des erreurs, des codes normales dans cette colonne. Donc, il y a également très probablement des codes d'erreur. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, 504, ça veut dire que nous avons certainement, parmi les données générées, des codes d'erreur. On peut également faire plusieurs autres statistiques de nos données générées, mais ceci sera principalement l'objet de la prochaine vidéo où vous allez voir plus en détail comment vous pouvez faire le pre-processing, déjà une analyse de ces données générées, un pré-traitement ainsi qu'un feature engineering afin de pouvoir créer des features pour pouvoir exploiter au max ce jeu de données générées avant de pouvoir entraîner nos modèles. Donc, pour conclure, nous allons tout simplement versionner toutes nos modifications. Déjà dans le git ignore, nous allons rajouter notre fichier .env qui ne sera pas versionné. Nous allons également rajouter le dossier data qui ne doit pas être versionné. Vu qu'en exécutant le script logs generator, le dataset est automatiquement généré. Donc dans notre terminal, nous allons tout simplement faire un git add, ensuite git commit-m implémentation de la génération du dataset des logs avec anomalie. Ok, et ensuite on fera tout simplement un git push. Parfait. Et donc nous pouvons voir que nous avons effectivement poussé nos changements dans notre repo. Ici nous nous rendons dans notre repo git pour vérifier logs anomaly detection. Vous pouvez effectivement voir que là nous avons toute notre implémentation initiale qui a été versionnée. Alors, vous êtes maintenant capable de simuler des appels d'API vers un serveur et de générer un dataset contenant les informations relatives à ces appels d'API.
Nous avons également vu comment vous pouvez insérer dans votre dataset des scénarios d'anomalies qui peuvent varier en fonction de la spécificité de votre projet ou du contexte d'entreprise. Dans les prochaines vidéos, nous allons passer à l'exploitation de ce jeu de données où nous allons faire des analyses, du feature engineering ainsi que d'autres opérations de pré-traitement de ces données en utilisant la librairie Pandas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et activez votre cloche de notification pour rester connecté pour la prochaine vidéo.